Bienvenue sur Explora. Plongez avec nous dans un monde de découvertes fascinantes. De la science au mystère de l'histoire, en passant par l'exploration de lieux insolites, Explora vous emmène là où la curiosité n'a pas de limite. Préparez-vous à apprendre, voyager et être émerveillé. Le milliardaire américain Elon Musk, son père s'appelle Errol Musk. Errol vit en Afrique du Sud, plus précisément dans une ville appelée Langebaan, dans une villa côtière de 2 étages. Devant sa maison se trouvent 2 voitures de luxe, une Bentley et une Rolls-Royce. L'homme fait partie des riches du pays. Un soir, le lundi 3 février 2025, Errol a reçu un message inattendu de Shoki, conseiller du président sud-africain Cyril Ramaphosa, sur WhatsApp. Dans ce message, il demandait à Errol de rapidement organiser une conversation avec son fils Elon. Dès qu'il a reçu le message, Errol a contacté son fils Elon, et dans les minutes qui ont suivi, le président sud-africain parlait déjà avec Elon Musk. La raison de cet appel était que Elon et son père étaient mécontents du président sud-africain pour avoir récemment approuvé une loi permettant la confiscation des terres appartenant à la minorité blanche riche, dont faisaient partie Elon Musk et son père, au profit de la majorité noire vivant dans une grande pauvreté. Cette tentative tardive visait à corriger un tort historique subi par les populations noires dont les terres avaient été saisies au profit des colons blancs, beaucoup d'entre eux vivant aujourd'hui dans des bidonvilles, alors que les Blancs jouissent des richesses du pays sans quasiment aucun d'entre eux soit pauvre. Lorsque le gouvernement sud-africain actuel a pris cette mesure historique en janvier, le président américain Donald Trump a critiqué cette décision et menacé de sanctionner l'Afrique du Sud en coupant toute aide financière. Les critiques ont alors pointé du doigt Elon Musk, proche de Trump, accusé d'avoir incité le président américain à sanctionner son propre pays natal pour bloquer la loi sur la confiscation des terres appartenant aux Blancs, dont il faisait partie. Cyril Ramaphosa espérait donc convaincre Elon Musk de trouver un terrain d'entente afin d'influencer Trump. Cependant, cette discussion a échoué car l'Afrique du Sud est restée ferme sur sa position, refusant de revenir sur cette loi malgré la menace de sanctions américaines. Pourquoi l'Afrique du Sud persiste-t-elle dans cette position? Pour comprendre cela, remontons dans le temps. En 1910, lors de la première élection parlementaire après la création de l'Union d'Afrique du Sud, le Parlement était dominé par les colons blancs, britanniques et afrikaners, d'origine néerlandaise. Ils ont exclu effectivement les Noirs autochtones du droit de vote, créant ainsi un Parlement exclusivement blanc servant les intérêts des colons. En juin 1913, ce Parlement a adopté la loi Native Land Act, interdisant la majorité noire de posséder des terres dans l'Union d'Afrique du Sud, à l'exception de zones spécifiques représentant seulement 7% du territoire national. À l'inverse, les Blancs, qui ne représentaient que 20% de la population à l'époque, ont reçu 93% des terres du pays. Ces terres attribuées aux Noirs étaient souvent ingrates et peu propices à l'agriculture, contrairement à celles données aux Blancs. De plus, les Noirs n'étaient pas autorisés à louer des terres aux Blancs pour exploiter elles-mêmes, mais uniquement à travailler comme employés agricoles. Cette injustice a été renforcée par des lois successives tout au long du XXe siècle, notamment sous l'apartheid instauré en 1948, où les discriminations raciales étaient institutionnalisées. La ségrégation forçait les Noirs à vivre dans des zones réservées, à utiliser des installations publiques distinctes et les privait de leurs droits économiques et politiques. En 1994, la fin officielle de l'apartheid a permis aux Noirs de voter pour la première fois dans des élections démocratiques remportées par Nelson Mandela et le Congrès national africain, ANC. Malgré la joie de la majorité noire, la structure de distribution des richesses demeurait profondément déformée après 3 siècles d'injustice. Les Noirs sortaient de l'apartheid sans richesse ni terre, tandis que les minorités blanches contrôlaient encore 87% des terres sud-africaines. Dans la Constitution sud-africaine de 1996, l'article 25 permettait au gouvernement de confisquer des terres pour le bien public, accordant également aux personnes spoliées, après 1913, le droit de récupérer leurs biens ou d'obtenir une juste compensation. Cependant, Mandela et ses camarades ont préféré suivre les conseils de la Banque mondiale, adoptant une politique basée sur le marché libre.
Ce système reposait sur le principe du willing buyer, willing seller, acheteur consentant, vendeur consentant, où les acheteurs noirs devaient payer le prix demandé par les vendeurs blancs. Cette approche s'est avérée inefficace en raison de prix exorbitants fixés par les propriétaires blancs et du manque de budget gouvernemental suffisant pour soutenir ces transactions. Résultat, en 1999, le gouvernement avait redistribué seulement 1% des terres ciblées au lieu des 30% promis en 5 ans. Les dernières statistiques disponibles en 2017 montrent que les Blancs, représentant 7,3% de la population, possèdent encore 72% des terres agricoles privées, tandis que les Noirs, qui représentent plus de 81% de la population, détiennent seulement 4%. Selon le Laboratoire mondial sur les inégalités, 3200 personnes possèdent autant de richesses que 90% de la population sud-africaine. Les 10% les plus riches détiennent 85% de la richesse totale du pays. Cette inégalité flagrante affecte profondément la qualité de vie entre blancs et noirs. Une étude de 2021 indique que 4% des Noirs vivent dans la pauvreté extrême, contre à peine 1% des Blancs. La majorité des Noirs mènent une vie difficile, sans services de base, observant les Blancs vivre dans des quartiers luxueux à proximité. Cela a conduit à des mouvements réclamant la réappropriation forcée des terres par les Noirs, incarnés notamment par le parti Economic Freedom Fighters, EFF, dirigé par Julius Malema, qui prône aussi la nationalisation des mines d'or et de platine. En janvier 2024, le président Cyril Ramaphosa a signé une nouvelle loi permettant au gouvernement de saisir des terres sans compensation dans certains cas, espérant atteindre l'objectif de redistribution de 30% des terres d'ici 2030. Donald Trump a condamné cette mesure, menaçant de couper l'aide américaine. Elon Musk lui-même a critiqué Ramaphosa, qualifiant la loi de discriminatoire. Ramaphosa a répondu que cette loi respectait la constitution sud-africaine et que l'Afrique du Sud ne dépendait pas significativement de l'aide américaine, hormis celle liée au programme PEPFAR pour lutter contre le VIH-Sida. Trump a finalement annulé l'aide américaine à l'Afrique du Sud, citant à la fois la loi sur la confiscation des terres et la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide à Gaza. Le président sud-africain a affirmé dans son discours annuel que son pays resterait uni face à toute intimidation extérieure, sans nommer explicitement Trump. En conclusion, malgré les tensions avec les États-Unis, l'Afrique du Sud reste déterminée à corriger les injustices historiques concernant la propriété foncière, même si cela implique des sacrifices économiques.